Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, Pascal Leblanc en création d'album. Passion, Donjons et Dragons, l'importance des sons avec Thibaut Quinchon. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. L'auteure-compositrice-interprète Pascal Leblanc a accueilli chaleureusement dans son studio notre collaboratrice Audrey Lagacé-Dosti afin de dévoiler son projet d'album à venir. Elle a également partagé l'importance pour elle que ses créations reflètent ses origines haïtiennes et québécoises. Nous vous invitons à écouter avec attention cette discussion riche en perspectives musicales et culturelles. Nous sommes présentement au cœur de Mascouche, dans le studio de Pascal Leblanc, qui est une artiste multipotentielle, donc autant écrivaine, autant compositrice, qui a également des talents de conteuse lorsqu'elle fait des présentations lors de ses spectacles. On va pouvoir échanger avec elle sur la création de son futur album qui arrive prochainement, ainsi que sa démarche artistique et de son amour de la musique qu'elle a depuis qu'elle est plus petite. Tantôt, vous m'aviez dit que vous aviez commencé à jouer de l'orgue à l'âge de 6 ans. Est-ce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que vous aviez commencé la musique ou c'était bien avant? Oui, en fait, j'ai commencé avant l'âge de 6 ans à m'intéresser à la musique. À ce moment-là, je vivais en Haïti et puis on avait un petit orgue. C'était un tout petit orgue avec des pitons pour les basses puis un petit piano. Puis je commençais déjà à 3-4 ans à jouer puis à créer des petites mélodies, puis à essayer de recréer des chansons que je connaissais. Donc, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis avant ma naissance, je pense. Ouais. Puis, vous disiez que vous utilisez un orgue. Est-ce que ça vient de là, l'amour des instruments à cordes? Parce que comme on peut voir dans le studio, il y a énormément de guitares, En fait, j'aime vraiment tous les instruments. Mon rêve serait de jouer de tout, tu sais. J'ai commencé le clavier, donc avec l'orgue, le piano. Quand j'étais petite, j'ai étudié au cégep à l'université. J'ai appris la guitare à l'adolescence, avec la clarinette aussi. Je faisais partie de l'harmonie à l'école, puis ça n'arrête. Je suis vraiment boulimique de musique. Je m'intéresse beaucoup aux percussions, j'en joue un peu, j'ai un drum, ça n'arrête jamais, jamais. Quel a été votre plus gros challenge en tant qu'artiste multipotentiel pour autant créer la musique, écrire les paroles? C'est quoi votre plus gros challenge en ce moment en tant qu'artiste avec diverses branches? Bien, en fait, le plus gros challenge, c'est le même que nous vivons pas mal tous les artistes entrepreneurs. C'est le fait que je fais tout, tu sais, je fais tout toute seule. J'ai aussi des gens, une équipe autour, mais c'est plutôt des consultants, si tu veux, que je vais déléguer certaines choses, qui est très bien aussi. Je suis bien entourée pour ça. Mais le challenge, je pense, c'est de faire attention à pas trop en prendre. Puis c'est la même chose, on est beaucoup d'artistes entrepreneurs au Québec en ce moment à fonctionner de la même façon. Puis je pense qu'il faut faire attention à pas se brûler, tu sais, puis à pas trop en prendre, puis mettre de côté la création qui est le moteur de ce pourquoi on fait ça, tu sais. Vous aviez déjà écrit un album en 2022, vous êtes en train d'en écrire un deuxième. Comment ça se passe? Comment ça va la musique, la création artistique, les idées? Bien écoute, c'est un processus assez tripant. J'aime toutes les étapes, mais j'avoue que c'est ardu parce que tu sais, des fois, ça part juste d'un flash, d'une idée. Je gratte quelque chose à la guitare ou au ukulélé, puis des fois, ça prend des mois, des années. Cette chose-là reste, puis grandit. C'est comme une petite affaire qui germe, puis hop, j'ai un flash d'une idée, puis je reprends. En fait, c'est un travail de longue haleine. Des fois, par contre, ça va vite. Tu sais, t'es inspiré, mais ça, c'est
c'est le cadeau du ciel, parce que généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Non. Est-ce que vous en avez vu justement des cadeaux du ciel? Une chanson en particulier qui s'appelle Le Doute, qui fait partie de mon dernier album, qui a été écrite très, très, très rapidement, comme c'était fou, là. Puis je veux que ça se reproduise, mais ça se commande pas. Tu sais, je pense que j'ai les paroles là, d'un trait. Puis en plus, c'est un texte assez éclaté, assez, très poétique, tout ça, mais tu sais, ça a juste été comme de l'écriture spontanée, puis... Ça me fout les jetons, tellement j'ai peur. Je fais des ronds dans mon malheur. Les nerfs en boule, je tremble comme une feuille de plywood sous un cercueil. L'angoisse m'angoisse, l'effroi m'effraie. De cette poisse, je fais les frais. Ça siège, loge juste ici, dans mon horloge folle du logis. Et je cramoise, me tords les doigts. Y a des ardoises sous mon toit. Je m'amenuise, me morfonds. Les doutes me nuisent au fond. Le doute m'assaille, c'est la bataille. Le safari des peurs sauvages. Le doute m'assaille et je défaille. Qu'est-ce qui arrive en premier? La musique, les chansons, des fois la chanson, la musique? Comment ça se passe? Pour moi, c'est beaucoup la musique qui amène... La musique, elle prend même, je dirais, pas mal toute sa place dans ma tête avant que le processus d'écriture des paroles. Parce que c'est... Il y en a qui écrivent des paroles, mais pour moi, ce qui est vraiment inspirant, c'est le langage musical qui se passe de mots, l'émotion que la musique amène. C'est ça, moi, qui me guide vers de quoi ça va parler, cette chanson-là. Puis je dirais que quand j'ai commencé à écrire des chansons, c'était beaucoup... Moi, j'adore le français, j'adore la poésie. Pour moi, c'était aussi très naturel d'écrire uniquement en français. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte aussi que mon bagage, parce que moi, je suis québécoise de naissance, mais j'ai grandi de l'âge de 1 an à l'adolescence en Haïti. Donc, c'est vraiment toute la musique de mon enfance, elle est vraiment antillaise, latine, tout ça. Puis, il y a des choses qui sonnaient moins bien en français. Fait que, naturellement, ça me venait en créole. Au début, j'avais tendance à plutôt dire, moi, j'aime la chanson française, je suis francophone, je fais de la chanson québécoise, puis c'est correct, tu sais. Puis, donc, volontairement, j'enlevais ce qui me venait en créole, puis je le mettais en français. Puis, à un moment donné, j'ai eu le déclic de dire, et si je laissais ça comme ça? Donc, ce qui fait que j'ai écrit des chansons comme la chanson « Sous que moins », qui est une phrase en français, une phrase en créole. Fait que je me suis amusée avec ça. Il y avait une grande cour, des arbres à fruits et un basse, où petits oiseaux viennent fait l'amour. Et chaque nuit, je me sauvais sans faire de bruit, pas des signes en moins sauter. C'est pour ça que ma musique, je peux pas uniquement cibler, mettons, le public haïtien, cibler le public québécois, puis essayer de plaire à tout le monde. Puis c'est un peu pour ça que mon album s'appelle « Entre l'érable et le cocotier », parce que le danger avec cette pensée-là, c'est qu'en essayant de plaire à tes 2 arbres généalogiques, tu tombes entre les 2 arbres. Tu te perds, tu sais. C'est l'équipe à gagner. Son gars, son mauvais cœur. Elle disait, j'ai trouvé l'amour. Les sons sont partout et vous direz comme moi que le silence complet se fait plutôt rare. Toutefois, dans le brouhaha de la vie quotidienne, est-ce qu'on écoute réellement? Est-ce qu'on entend les sons de la nature? On n'est pas tellement attentif, hein, on va se le dire. Des artistes sonores comme Thibaut Quinchon qui enregistrent de multiples sons auxquels on n'aurait jamais eu accès sans eux. Entre autres, une bande sonore qui contient même des sons qui sont en voie de disparition. On le reçoit ce soir à Lézard Lanaudière. Bonsoir. Bonsoir. Thibaut, je peux te tutoyer? Certainement. Super. Je le disais d'entrée de jeu, on n'est pas très à l'écoute des sons, ou du moins,
on finit par oublier d'écouter à 100 ce qu'il y a dans notre environnement. Et c'est un peu le créneau que tu te donnes, finalement. Ouais, exact. Moi, je suis comme un messager, on va dire, entre guillemets. Je vais faire des enregistrements, j'essaye de faire découvrir des choses, de découvrir des choses moi-même et ces découvertes-là, les faire entendre aux gens parce qu'on a une biodiversité sonore, on a une richesse qu'on n'a pas tout le temps l'occasion d'aller écouter. Et j'aimerais savoir d'où ça t'est venu, cette idée-là. Comment c'est parti, ce projet d'enregistrer des sons dans la nature, ce qui est quand même pas commun non plus? Mais en fait, je faisais déjà du son, c'est mon métier. Et puis, il y a un livre que j'ai lu, qui est Le paysage sonore, le monde comme musique, de Raymond Murray-Schaeffer, un compositeur canadien, qui est une réflexion sur l'histoire, l'importance du paysage sonore, l'importance d'écouter. C'est ça, les transformations qu'il y a eu dans la société. Et donc ça m'a assez marqué pour que je me dise... En fait, ça restait dans un coin de ma tête. Et puis à un moment donné, le son étant mon médium et voulant faire partie d'une vague de personnes qui s'intéressent à l'environnement et qui parlent des enjeux de protection de l'environnement, je me suis dit, je vais allier cet aspect de son et de nature, en fait. Mais c'est vraiment une bonne idée. Et j'aimerais savoir s'il y a des sons que tu apprécies particulièrement, des sons qui t'ont surpris au cours de tes différents projets ou des sons que tu n'aimes pas du tout entendre ou qui t'agressent. Parce qu'on va se le dire, on le réalise peut-être pas toujours, mais les sons nous donnent un effet, là. Autant que n'importe quel autre sens. La vue, le toucher, le goûter, l'odorat. C'est juste que des fois, on l'oublie. Ouais. Il y en a. Récemment, en fait, c'est arrivé que je laisse des micros des fois le soir en forêt, puis le matin, je viens les chercher, c'est ça. Et puis là, il s'avère que j'entendais un son, une espèce d'aboiement, jappement aigu, et j'envoie ça des fois à des biologistes, puis les gens ne savaient pas vraiment c'était quoi. Donc ça prend une espèce de mini-enquête pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc là, moi, c'est comme un paquet cadeau. J'ai des cadeaux qui me sont offerts, puis là, je découvre, je fais ma recherche, c'est ça, je découvre le monde naturel. Et là, c'était un renard, en l'occurrence, parce que les renards, a priori, font à peu près une vingtaine de vocalisations, puis on n'a pas tout le temps la chance de les entendre. Ben non. Puis en même temps, est-ce que tu deviens un peu un professionnel de la faune? Je veux dire, si tu entends différentes espèces d'oiseaux, est-ce que tu es capable de les identifier? Là, tu me dis, le renard a une vingtaine de cris. Ouais, je découvre ça. J'ai jamais lu ça dans un livre ou vu dans un documentaire, donc c'est quand même impressionnant. Non, c'est spécial, puis il n'y a pas tellement de... Les oiseaux, ils sont assez connus, ça fait longtemps qu'on les étudie, c'est assez facile d'identifier un son d'oiseau, mais les mammifères, pas tant. Mais oui, on dirait que je penche vers le naturalisme, mais je reste un artiste. Donc c'est comme, je sais pas comment dire, mais je navigue entre les deux. Un artiste naturaliste. Ouais, audio-naturaliste, le terme existe en fait. OK. Et est-ce qu'il y a un projet qui va être fait pour concrétiser tous les sons que tu as récoltés dans les derniers mois, dans les dernières semaines? Pas particulièrement. Je continue de récolter, puis des fois, les projets viennent. Des fois, j'ai des projets pour lesquels la récolte est déjà pour un projet spécifique. Notamment, des fois, quand je vais visiter certains territoires québécois, que je fais des documentaires sonores. T'as un but. Là, je reste là 7 et 10 jours. Je fais des interviews de personnes qui me racontent le paysage sonore, comment il s'est transformé. Et je fais des captations sonores sur place. Donc, c'est comme une espèce de voyage sur le territoire un peu poétique. Wow. Tout ici est fait pour nous ralentir. Le silence de l'hiver. La grandeur des forêts. Aujourd'hui, les jeunes ne savent plus tout à fait ce que c'est un Atikamekw. Écouter, c'est se mettre à nu. Manisa tajiga gibinamok, kawa bizidik, kididik edertaki kejimadziek. Mujek kuejmegono kiagotsmagui kubungono. Être attentif au mouvement, à la vibration.
Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, là, c'est parce qu'on parle du Nord québécois, mais d'entendre, exemple, des ours polaires, là, comme si tu étais carrément à côté d'eux? Pas des ours polaires. Non. C'est compliqué quand même. Les ours polaires, ouais, c'est une gestion. Je suis allé dans le Grand Nord, mais OK. pas souvent. En tout cas, ça prendrait toute une gestion de personnes accompagnatrices. Là, OK, tu veux pas te retrouver à côté d'un ours Non, mais polaire. c'est ça. C'est un peu ça mon but aussi. Je me disais quel effet ça te fait après ça quand tu réécoutes tes audios. Mais en même temps, je dis ça, on parle d'ours polaire parce que c'est quand même assez, c'est assez spectaculaire comme animal, mais ne serait-ce que les rivières, les cours d'eau qu'on oublie, les feuilles qui volent au vent, tous ces petits sons-là dont on parle depuis le début, qu'on oublie d'entendre, ça doit être vraiment fascinant de les avoir vraiment peut-être plus à l'état pur qu'en grande ville, quand on entend le bruit des klaxons des voitures, C'est sûr. des gens qui parlent. Ouais, moi, je vais chercher ces environnements-là parce que j'essaye de... On pourrait dire que je suis peut-être un peu puriste, mais c'est parce que c'est une matière sonore qu'après je veux utiliser. Et moi, je fais de la transformation aussi. Après, je fais un peu de la musique électronique, tout ça. Donc, c'est comme si ma matière qui m'intéresse, c'est la nature et que finalement, quand il y a des voitures, tout ça, ça fait que tous les sons se confondent. Fait que c'est une espèce de matière, un amas de choses. Donc, ouais. OK. Est-ce que tu as voyagé beaucoup, que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec? Plus au Québec, parce que justement, pour des raisons écologiques et par souci de développement local, je m'intéresse au territoire québécois, c'est mon terrain de jeu. Puis des fois, je fais beaucoup de choses autour de chez moi. Maintenant, je m'intéresse aux différentes régions du Québec parce que c'est spécifique. Mais c'est ça, pour mes projets, je ne me concentre pas vraiment à l'international du tout. Non. Et puis, est-ce que tu envisages éventuellement, j'imagine que la réponse est non, aller travailler ailleurs, à l'étranger? J'imagine que T'es bien au Québec? Moi, je suis bien au Québec. On m'a bien accueilli. Puis j'ai tellement de choses à découvrir encore. Tu sais, ça fait un peu de temps, mais pas si longtemps que je fais ça non plus. Et je continue de découvrir des sons, le renard, et je me dis que... c'est incroyable. J'espère qu'à 70 ans, 80 ans, j'aurai presque tout entendu, mais je suis même pas sûr. Donc, tu vois... Pourquoi aller ailleurs alors qu'il y a des choses qui m'attendent ici? C'est fou. Je trouve ça super inspirant de t'entendre. Si jamais on veut te contacter pour des projets, que ce soit parce que tu travailles dans le milieu du son, mais aussi ne serait-ce que pour des documentaires ou pour te donner un flash. Hey, j'ai une idée, moi, avec les sons. Je ne sais pas comment on peut te rejoindre. J'ai mon site internet, thibautquinchon.ca. Je suis sur LinkedIn, sur Facebook, on me retrouve assez facilement. Mais mon site internet, c'est sûr, il y a tout dessus pour avoir des références. Ah, cool. Puis, si jamais, c'est ça, on veut continuer de te suivre, on peut aller le faire sur le site internet. J'imagine qu'éventuellement, s'il y a des projets qui viennent t'avoir le jour, tu vas les afficher là-dessus. Oui. Puis, tu vas nous contacter à Les Arts-Lanaudière. Ah, si vous voulez, avec Super. plaisir. Oui, j'aimerais. OK, parfait, c'est bon. Merci. Merci à vous. Du 20 mars au 14 avril, Maison et Jardin Antoine Lacombe accueille l'exposition Vivre au carré sous les pixels, présentant les sculptures et peintures numériques d'Hélène Bélan-Robert, dite BR, artiste résidente de Terrebonne, qu'on a d'ailleurs reçue à l'émission Les Arts-Lanaudière. J'avais envie qu'on puisse parler aux téléspectateurs d'une passion qui nous habite tous les deux. Tout à fait. Mais pour aussi démystifier un peu ce que c'est que l'univers de Donjons Dragons. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui entourent ce jeu-là, beaucoup d'incompréhension. Fait que j'avais envie qu'on puisse démystifier ça ensemble aujourd'hui. Ben écoute, Mélanie, effectivement, là, avec la pandémie, c'est souvent quelque chose qu'on dit, avec la pandémie. Oui, mais il y a quand même eu beaucoup de visibilité, ce jeu-là. Je vous explique de où vient Donjons Dragons. Le créateur s'appelle Gary Gygax. C'est un Américain. Dans les années 80, il était tanné de jouer à des jeux de reconstitution historique militaire. Puis à un moment donné, il s'est dit avec ses amis, j'aimerais ça jouer à un héros. Et tout ça. Fait que là, ils ont inventé des règles avec des dés pour le côté aléatoire de la chose. Le côté du hasard. Le côté du hasard, de la vie, tout ça. Puis là, ils ont commencé à inventer des règles et des règles et des règles et des règles et des règles. Puis ils ont créé la première édition.
Mais ils ont créé un monde qui n'existait pas. Oui, ils ont créé un monde. Bien sûr, ils se sont basés. Il faut quand même se dire que des Seigneurs des Anneaux, ça existait déjà. C'était déjà beaucoup dans la littérature. Les gens, ils pensent peut-être qu'on est déguisé en genre de Gandalf autour de la table. Il y en a qui le font, là, mais pas nous. Clairement. Non, la plupart du temps, quand on se déguise et qu'on joue pour vrai notre personnage, déguisé, tout ça, dans un lieu approprié, ça, c'est plus du grandeur nature. Oui. D'accord? Par contre, ça ne nous empêchera pas d'interpréter notre personnage autour de la table. C'est vrai. D'accord? Et notre personnage, il se retrouve où? Parce que là, vous voyez plein d'éléments sur la table. Mais c'est quoi notre personnage? Ça se résume à une feuille. Tout à fait. Pas mal ça, hein? Des statistiques qui nous disent c'est quoi sa force sur 20. C'est quoi sa force, son intelligence, c'est quoi sa sagesse, c'est tout ça. Donc, et avec ces données-là mathématiques, ça va nous permettre de lancer des dés pour faire des actions. Hein? Voilà. Il faut dire que nos attributs, on doit lancer des dés et ensuite on met les points pour déterminer quel sera notre attribut. Il y a beaucoup de hasard dans Donjons Dragons et c'est ce qui fait le plaisir là, du jeu. Une fois que votre personnage est fait, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros. Un peu, nous, on a connu ça là, dans les années 90. Là. Par contre, au lieu de lire nous-mêmes le livre, il y a le maître de jeu, le Dungeon Master, qui, lui, va nous raconter l'histoire. Souvent, là, les gens vont inventer leur monde. On a des amis, nous, qui font ça. Là. Ils inventent leur monde, leur panthéon. Ils inventent plein de choses, puis ils nous font vivre des histoires dans cet univers-là. Sinon, vous pouvez faire un peu comme ce que je fais moi, là. Acheter des histoires déjà tout prêtes par la compagnie ou par d'autres compagnies. Là. Il y a plusieurs compagnies qui en font, là, qui sont 5e édition compatibles. Là. Et puis, vous suivez ce qui est écrit là-dedans, puis vous racontez l'histoire aux gens autour de la table. C'est un personnage hyper important parce que c'est comme un peu le metteur en scène de cette histoire-là. Ouais. Et c'est aussi... il doit être un bon improvisateur, dans le fond, parce qu'il faut qu'il puisse s'adapter à ce que les joueurs vont décider. On l'a dit, c'est comme un livre dont vous êtes le héros, sauf que l'histoire n'est pas déjà... En tout cas, elle peut être tracée d'avance ou elle peut ne pas l'être aussi. Très peu. Vous voyez aussi sur la table là, des petites figurines, des petits bonhommes. Souvent, on a des cartes. On fait des donjons. Là, justement, Mélanie, tu as une carte là où tu as toi-même dessiné dans un papier quadrillé. On était où dans ce donjon-là et tout ça. Donc, on utilise des petites figurines. Et ces figurines-là, il y a du monde un peu bizarre là, qui s'amuse à les peinturer, comme moi. Ça pourrait aussi jouer dans notre tête de dire, vous arrivez à un embranchement, à gauche, il y a une palissade et à droite, une grande porte. Bon, supposons, moi aussi je fais ça simpliste, là, mais c'est un peu, voilà. un peu ça. Et là, les joueurs doivent se concerter pour déterminer qu'est-ce que Ce qui est vraiment plaisant avec Donjons Dragons, c'est que, il y a pas de direction. Tout est possible, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Ton personnage peut faire ce qu'il veut, et que ça soit politically correct ou pas. Hein? Voilà. Tu veux jouer un voleur qui est un assassin, qui son but premier est de s'enrichir ou de ramener de l'argent à son clan ninja, bien pourquoi pas? Tu peux décider aussi d'être un vieux chaman qui se transforme en ours la nuit. T'sais. Donc, il y a plein de possibilités à ce jeu-là. Et à toutes les fois où j'ai joué à ce jeu-là, j'ai toujours eu du plaisir. Contrairement à plusieurs jeux de société où à un moment donné, tu te tannes. Moi, j'y joue depuis que j'ai l'âge de 12 ans, donc ça fait 34 ans que je joue à Donjons Dragons, et j'ai toujours eu du plaisir. C'est un prétexte aussi, hein? Rencontrer des amis, manger des chips, être assis autour de la table. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que l'idée, c'est d'avoir du plaisir. Que t'aimes avoir des figurines ou pas, que t'aimes avoir des décors, parce qu'il y en a qui ont des décors de fou, là, qui se font des donjons en 3D avec les imprimantes 3D maintenant. Peu importe, l'idée, là, c'est que ça vous prend le livre du joueur, si vous êtes un joueur, qui va vous expliquer les règlements dedans. Si vous êtes le maître de jeu, ça va vous prendre le guide du maître, puis ça va vous prendre le livre... Monster Manual. Le livre des monstres. OK? Et c'est tout. Puis après ça, vos personnages, ils vont vivre des aventures. Le maître de jeu va vous donner des points d'expérience. Hey, ça vous rappelle-tu des jeux vidéo? Ben oui. Donjons Dragons, dans les années 80,
a influencé tout l'univers du jeu vidéo que vous connaissez, qu'on passe par Zelda jusqu'à Baldur's Gate, à Diablo, à Warcraft. Tous ces jeux vidéo-là ont tous été inspirés directement de Donjons Dragons. Est-ce qu'il faut nécessairement être un bon comédien pour jouer à Donjons Dragons? Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout rapport. Moi, il y a des parties où j'ai joué, où j'étais pas tant investi que ça dans mon personnage, parce que les gens alentour de la table, on ne jouait pas comme ça. Il y a surtout des groupes d'amis avec qui on va être plus théâtral ou qu'on va jouer plus nos personnages, on va changer notre voix. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Mais ça nous aide à se mettre dedans aussi, à y croire. Et aussi, les personnages ont choisi comment ils sont, comment ils pensent, leur nature intérieure. D'accord? Et ça va vous aider à prendre des décisions pour eux. Finalement, c'est un univers super vaste. Je pense qu'on n'aurait pas le temps de vous l'expliquer en détail, mais il y a beaucoup de boutiques où on peut avoir de l'information sur ce type de jeu-là. C'est vrai que c'est fascinant, c'est un jeu qui se refait sans cesse. On peut toujours se réinventer. Moi aussi, ça fait quand même plusieurs années que je joue. Je terminerai, Mélanie, en disant, si ça vous tente d'essayer Donjons Dragons, il existe des boîtes qui sont des kits de départ qu'ils appellent. Donc, c'est pas tous les règlements qui sont dedans, mais ça vaut vraiment la peine. Amusez-vous. Ouais. Le reste, c'est votre imagination qui va le faire. Merci, David, pour ce moment-là. Hey, merci, Mélanie. À la prochaine. Afin de pouvoir faire rayonner la musique classique dans la région lors de la 47e saison du Festival de l'Anaudière, la campagne de dons annuelle a débuté. Cette campagne, sous le thème « De vous faire vibrer, c'est dans nos cordes », a un objectif ambitieux de 350 000 $. Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur le site web qui apparaît au bas de l'écran. C'est déjà tout pour cette semaine, mais revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Les Arts Lanaudière. D'ici là, vous pouvez revoir l'entièreté de nos épisodes sur notre site internet, le tvrm.ca. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à notre infolettre et continuez de nous suivre sur notre page fan Facebook. Passez une excellente semaine. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres belles découvertes culturelles.